baleines, une femme, une clé. C'est une scène qui m'a beaucoup inspiré pour la dernière gravure que j'ai faite, une scène que j'avais dans la tête depuis un petit moment. Je voulais vous parler de cette gravure aujourd'hui parce que c'était un moyen aussi pour moi de parler d'autre chose, un peu comme souvent sur cette chaîne YouTube. Ça part du mariage entre deux choses différentes. Tout d'abord, ça part d'un fait divers qui a eu lieu il y a 3 ans maintenant déjà. Au début du mois de septembre 2022, il y a un phénomène assez récurrent mais tout de même étrange qui se passe sur l'île de Sein. Un rorqual de la famille des baleines s'échoue sur l'île, au sud-ouest de l'île, sur un petit îlot qui s'appelle Kelauru. Et c'est un phénomène qui a lieu donc à peu près tous les ans en vérité sur la côte atlantique. Mais ce phénomène-là, cet échouage-là, prend une tournure assez étrange quand une semaine plus tard, un deuxième rorqual s'échoue, cette fois dans la baie d'Audierne, sur la plage de Kermadec à Tréguennec. Et on arrive en fait sur le début d'une série de 3 rorquals, puisque 10 jours plus tard, un troisième s'échoue sur la plage de Sainte-Anne-la-Palue, plus particulièrement à Thianquer, là où je me trouve actuellement. Et donc voilà, en 3 semaines, quasiment un mois, on se retrouve avec 3 rorquals différents. On ne sait pas s'ils appartenaient à la même famille, on ne sait pas si c'était des individus qui progressaient ensemble, mais tous les 3 échouent à 3 endroits différents dans une chronologie assez restreinte. 3 endroits qui sont certes pas très éloignés les uns des autres, mais qui constituent quand même des localités vachement différentes. Ici, c'est la baie de Douarnenez, Tréguennec, c'est la baie d'Audierne, et l'île de Sein, c'est un peu le carrefour entre les deux. C'est très étrange que ces 3 individus se soient retrouvés en si peu de temps aussi éloignés et dans des états aussi critiques, puisque les 2 premiers sont retrouvés morts, mais celui qui est retrouvé ici, à Thianquer, peut-être à quelques mètres de moi, était encore vivant quand il a été trouvé. L'organisation Sea Shepherd a réussi à mettre à l'eau le rorqual, ce qui était un exploit assez grand, mais malheureusement il est mort quelques jours plus tard. En fait il a erré dans la baie de Douarnenez sans pouvoir trop en sortir, et il a fini par mourir, s'échouer à l'île Tristan, qui est une toute petite île au large de Douarnenez. Et tout ça en moins d'un mois, tout ça pendant le mois de septembre. À l'automne, c'est récurrent tous les ans que des rorquals s'échouent, comme je vous l'ai dit, mais la bizarrerie, c'est que non seulement ça n'arrivait pas vraiment dans ces circonstances-là, 3 individus à 3 endroits différents dans un court laps de temps, et en plus, c'est que depuis 3 ans, ça ne s'est pas reproduit, en tout cas en Bretagne. Depuis 3 ans, il n'y a rien, alors que chaque année, depuis les années 2000, ça arrive. Là, tout à coup, ça se passe plus. Quand c'est arrivé avec Denez, on s'est un peu questionné, ça nous a fait quelque chose. J'avoue que déjà les animaux en eux-mêmes sont très impressionnants, il y a quelque chose de divin dans ces animaux-là. Qu'ils finissent par s'échouer sur nos plages, c'est toujours très bizarre, très déroutant, et ça fait réfléchir sur plein de choses. Même pour les scientifiques, ce triple échouage a constitué un mystère, quelque chose de très étrange, et qu'il fallait résoudre. Aujourd'hui, on est sûr pour le rorqual de Thianquer d'ici qu'il était atteint d'une maladie, et on pense que les 2 autres aussi, que c'était tout simplement une sorte de petite épidémie et que c'est ça qui les a menés à leur perte. Ils étaient déjà amaigris quand ils étaient trouvés. Il y a plein de raisons qui font que les baleines s'échouent partout dans le monde. Ça peut être dû au sonar, les bateaux, l'activité de la pêche, les engins de pêche dans lesquels ils peuvent se prendre, se faire percuter par des bateaux. Il y a tellement de raisons pour lesquelles ces animaux peuvent mourir comme ça. Mais pour le coup là, on pense que c'était une maladie en fait, sans qu'on sache non plus trop quel était vraiment le virus ou la bactérie qui a tué les 2 autres. Et tout ça constitue encore un mystère. Ma tendance un peu romantique à mystifier tout et n'importe quoi, à vite chercher un sens, une explication, une théorie à tout ça. Et ça m'a touché le fait qu'il y en ait 3, ça m'a touché que ce soit aussi à 2 des baies que je préfère en Bretagne, celle de mon enfance, celle de l'enfance de Denez, que vous voyez aussi souvent sur cette chaîne. Ça m'a touché que ce soit aussi sur l'île de Sein, mais sans plus. Après, au fur et à mesure des années qui ont suivi, je me suis réintéressé à quelque chose, et c'est la deuxième partie de cette vidéo. Je me suis réintéressé à la légende de la ville d'Is. Gralon le Grand, celui qui avait sa capitale à Quimper. Et maintenant, le regard fixé sur l'ouest, sur les campagnes et sur la mer au loin, il attend patiemment que l'océan lui rende la ville engloutie. Nous attendons avec lui. C'est une des légendes les plus connues, les plus populaires, on va dire, en Bretagne et en dehors aujourd'hui. Quand on parle de légende bretonne, aujourd'hui, les gens
soit pense au Corrigan, soit pense à l'Ankou, soit il pense à la légende de la ville 10. Moi, le rapport que j'ai avec cette légende, en fait, étant né ici, ayant grandi ici dans la baie de Douarnenez, je l'ai beaucoup entendu, je l'ai beaucoup vu en bande dessinée, que ce soit pour enfants ou que ce soit dans un univers un peu médiéval fantastique, médiéval fantasy. Cette légende était emprisonnée dans une esthétique, emprisonnée dans un but un peu touristique, de produits à vendre, une iconographie très spéciale qui m'attirait vraiment pas. Autant lorsque j'avais 9 ans que lorsque j'en avais 15. C'est pas du tout quelque chose qui allait m'attraper, vers lequel j'allais m'intéresser. Du coup, la ville 10, je l'ai un peu rejetée. Je n'y ai pas prêté plus d'intérêt que ça. Et puis après est venu l'âge où j'ai découvert que toutes ces légendes, toutes ces histoires qu'on peut retrouver illustrées dans des librairies celtiques, avec encore une fois une iconographie qui se répète depuis des décennies, en fait elle a un fond beaucoup plus mystique et beaucoup plus ancien. Ce fond-là, c'est la tradition orale. La légende de la ville 10, comme énormément de légendes, ce qu'on appelle des légendes en Bretagne, et que quand on dit légende, les gens pensent à des petits livres avec des petits elfes, etc., etc. Bien avant que ce soit des petits elfes, bien avant que ce soit du médiéval fantasy, bien avant que ce soit même de l'image, c'était de la tradition orale. C'est-à-dire que nos ancêtres, et peut-être vos ancêtres, vous qui regardez cette vidéo, portaient déjà, que ce soit il y a 100 ans, ou 200, ou 300, ou 400 ans, ou peut-être même 600 ou 700 ans, portaient déjà ces histoires en eux, et la transmettaient comme ça de père en fils, de mère en fille, à travers des chants, de génération en génération. Ces histoires ont évolué effectivement avec le temps, des détails ont changé, le sens premier a été modifié, mais la substance profonde, je pense, est restée. Pour ce qui est de la ville 10, c'est une des histoires de la matière de Bretagne qui a intéressé le plus vite les intellectuels. Il me semble que les premières traces écrites de la ville 10 qu'on a retrouvées ont été rédigées à la fin du XVe siècle, dans les années 1490, par un certain Pierre le Beau, si je ne me trompe pas. Après, il ne se passe pas grand-chose jusque dans les années 1640 où Albert le Grand, celui qui a écrit la vie des saints bretons, écrit quelques pages au sujet de la ville 10. Donc déjà là, on est sur des gens qui savent écrire, qui manient l'écriture et qui sont allés récolter auprès de paysans, en tout cas d'autochtones, des informations sur ces légendes et qui les ont rédigées en y ajoutant peut-être à leur manière des détails. Et ensuite, on a au 19e siècle une flopée d'intellectuels, une flopée d'érudits qui, eux aussi, à leur tour, vont réécrire la ville 10 en y ajoutant également leurs pattes, leur interprétation, les détails sur lesquels ils pensent bon d'appuyer et qui correspondent aussi à une époque ou à un courant littéraire. Et c'est ce courant littéraire-là qui va forger une sorte d'apparence visible à la ville 10, une sorte d'esthétique à la ville 10, et qui ensuite va être encore plus perpétuée avec la bande dessinée et l'art de l'illustration. Maintenant, pourquoi je parle de la ville 10 ? Pour une raison qui est celle que j'ai senti qu'elle avait quelque chose de très important à comprendre. J'ai senti qu'il y avait une morale, un sens à comprendre plus profond que celui qu'on nous présente. Pour ceux qui ne connaissent pas la légende, je vous invite à faire quelques recherches avant, parce que si je la raconte, ça va prendre beaucoup trop de temps. Grosso modo quand même, la ville 10, Ker-Is en breton, c'était une ville très développée, qui était donc sur une île. Cette ville était dirigée par un roi qui s'appelait le roi Gradelon, et ce roi Gradelon avait une fille qui s'appelait Daut. Je ne sais pas comment le prononcer, peut-être Daut en breton. Et Daut, elle est décrite la plupart du temps comme quelqu'un qui aime profiter des plaisirs, qui vit sa vie dans une forme de jouissance, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup d'amants. Elle fait des choses avec une partie de la population de cette ville qui ne sont pas acceptées ou acceptables dans la morale, dans une certaine morale. Cette morale, c'est la morale chrétienne. Le roi Gradelon représente une forme d'ordre chrétien, et sa fille représente une forme de transgression de cette morale. Pour aller un peu en avant dans l'histoire, Daut va finir par voler les clés de son père, ouvrir les écluses de la ville, et la ville 10 va être engloutie par les flots. Seul le roi Gradelon et Saint-Guénolé, qui viendra l'aider, s'en sortiront vivants. Et ensuite, on a cette fameuse scène qui a été énormément de fois représentée. Le roi Gradelon, sur son cheval Morvar, accompagné de Saint-Guénolé, tient sa fille dans sa main et la lâche dans les flots au moment de quitter la ville. Cette scène, elle est très représentée parce qu'on a là un père qui abandonne sa fille et qui la laisse se noyer. Donc c'est quelque chose qui, pour nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, paraît fou, quoi. Ça paraît, on remet en question ça. On se dit, est-ce que c'est vrai, c'est ça la morale ? Est-ce que c'est vraiment ça la morale, c'est-à-dire d'abandonner sa fille dans les flots ? La tradition orale prétend que Daut ne meurt pas.
prétend que Dahut ne meurt pas, qu'elle devient une sirène après, ce qu'on appelle une sirène ou une Marie Morgane, et qu'elle va continuer une deuxième vie, mais sous la mer. Ce qui m'a beaucoup frappé et que j'ai trouvé rigolo, moi, dans un premier temps, c'est que, en fait, la ville 10, selon l'endroit où elle est racontée, les ancêtres ne la plaçaient pas au même endroit. Ici, dans la baie de Douarnenez, et partout autour, je pense dans le pays de Quimper en général, eh bien, la ville 10, on la situe autrefois derrière moi, dans la baie de Douarnenez, quelque part. On ne sait pas vraiment où, mais en tout cas, elle est en dessous. Et ça fait des siècles que c'est comme ça ici. Ça fait des siècles qu'on regarde cette baie en se disant que peut-être la ville est en dessous. Dans le pays bigoudin, qui a beaucoup été raconté par Père Jacques Esselias, les ancêtres la situaient dans la baie d'Audierne, quelque part dans la baie d'Audierne. On ne sait pas vraiment où non plus. Peut-être du côté de Penmar, peut-être du côté plus vers le nord, vers Plosévet. En fait, on ne sait pas, on n'a pas d'endroit exact. Mais c'est dans ces endroits-là qu'était imaginée la ville 10, en tout cas par les bigoudins. Dans le Cap Sizun, cette petite presqu'île, ce promontoire sur la mer, en face de l'île de Sein, la ville 10 était imaginée dans le raz de Sein. Et le raz de Sein, c'est cet espace qui sépare la pointe du raz de l'île de Sein. Un espace très spécial, très particulier, avec des courants très forts. Certains la disent plus proche de la pointe du raz. Il y a même des plans qui ont été faits il y a 100 ans par un artiste, carrément des plans qui ont été imaginés, des plans de la ville. Certains la situeraient plutôt du côté de l'île de Sein. Certains même iraient jusqu'à dire que la ville 10 serait l'île de Sein, ou tout du moins que l'île de Sein serait une résurgence, une partie de la ville 10. Tout ça pour dire que ces trois emplacements que la tradition orale en Cornouailles attribue à la ville 10 correspondent aux trois endroits où ces trois rorquals se sont échoués en septembre 2022. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des signes parfois. Et ces signes, vous avez le droit, toujours aujourd'hui, même dans ce monde scientifique et rationnel, de vous les approprier et d'en faire de la nourriture pour votre âme, pour rêver. Quand j'ai fait ces liens-là, j'étais content de les raconter autour de moi. Évidemment, quand je viens raconter ce lien que je fais, il y a cette sensation aussi de dire « bah regardez, j'ai trouvé un signe en fait ». La légende de la ville 10 continue, il y a peut-être quelque chose à comprendre dans l'échouage de ces trois rorquals qu'on n'a toujours pas compris et qui pourrait nous indiquer des choses à la fois sur notre rapport à la nature et peut-être sur la ville 10 aussi. Je sais pas exactement quoi, mais quand je raconte ça, évidemment, j'ai l'air d'un ahuri, c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui me fait vraiment peur parce que j'ai voulu en faire une gravure. J'ai voulu rendre hommage à ces trois animaux magnifiques qui sont morts sur les côtes de mon pays et qui sont venus se déposer comme ça face à nous avec leur regard divin, leur rendre hommage non seulement en les représentant, en essayant de les représenter, mais en plus en les incorporant dans la tradition de mon pays, en pensant à eux, en les mettant à l'honneur dans une histoire. Et donc voilà, on a cette femme qui est perchée sur ce squelette de baleine, regardant, observant les trois rorquals, tout du moins peut-être leurs âmes volées dans le ciel. Cette femme, elle se situe dans une petite baie qui est la mienne, qui est la baie de Douarnenez. Au loin, on peut voir ce bout de terre qui est le cap de la Chèvre, et qui est d'ailleurs aussi derrière moi actuellement dans cette vidéo. Au premier plan, on a cette clé et ce petit trou d'eau. Un trou d'eau comme j'en ai devant moi. Le trou d'eau, c'est une allusion à l'endroit où a été lâché Dahut par son père. Un endroit que les ancêtres auraient, selon Albert le Grand, appelé Poul Dahut. Et donc on a cette petite clé à côté, qui est aussi le symbole de la fin de la ville, de la submersion de la ville. C'est grâce à cette clé que Dahut a pu ouvrir les écluses. Pour moi, il y a aussi d'autres choses derrière. Là, c'est ce que moi je sais juste simplement. Mais la clé, pour moi, ça a d'autres symboles. Gradelon, pour moi, c'est un autre symbole que juste le roi ou le christianisme. Dahut, ce n'est pas juste le paganisme, ce n'est pas juste la femme. Il y a sûrement d'autres choses. Et effectivement, beaucoup pensent que la légende de la ville 10, qui a ce vêtement très chrétien, en fait, est une légende plus ancienne que le christianisme, mais simplement, elle a été, comme énormément de choses en Bretagne, christianisée. Mais pour moi, ce n'est juste qu'une actualisation, comme on a pu avoir d'autres actualisations plus récemment, il y a 100 ou 200 ans. La réactualisation, c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Si j'avais été chanteur, ou peut-être poète, eh bien j'aurais écrit des Guerziou, une Guerz, pour la ville 10, au sujet de ces trois rorquals. Si j'avais été chanteur, je me serais inscrit dans la tradition de mes ancêtres qui écrivaient des chants, des complaintes liées à des événements tragiques ou terribles qui survenaient de leur vivant, et ils la transmettaient comme ça de génération en génération. Aujourd'hui, vous pouvez apprendre énormément de choses sur des histoires, sur des faits divers qui se sont déroulés
que ce soit à Sainte-Anne-la-Palud justement, ou que ce soit à Plébain, ou que ce soit du côté de Kerlouan, en fait partout en Bretagne, il nous reste encore des histoires qui ont eu lieu il y a 300 ou 400 ans dans la tradition orale, dans le chant, dans des chansons, dans des choses qui sont encore enregistrées aujourd'hui en studio, dans des albums chantés en fest-noz. Et quand on réalise ça, on se dit mais c'est incroyable cette tradition-là. Comment on m'a pas parlé de ça? Ce pouvoir que les ancêtres avaient de garder le passé en eux et de le transmettre, eh bien on l'a encore, on peut encore l'avoir. Vu que je suis pas chanteur, moi j'en ai fait une gravure, moi. J'ai voulu témoigner de ce qui s'est passé en septembre 2022, mélangé à ce qu'il a provoqué en moi, dans mon cœur de jeune breton. Tout ça a créé quelque chose en moi, un imaginaire, sûrement peut-être un fantasme mystique, mais peu importe. C'est ça qui s'est déroulé en moi et c'est de ça dont j'ai eu envie de témoigner dans cette gravure. Ce que je voulais mettre en avant dans cette vidéo aussi, c'est surtout l'idée que j'espère qu'on ne va pas perdre ce goût-là pour l'imagination. Même quand on a un 35 heures, même quand on a des enfants, même quand on est malade, même quand il nous arrive des choses dures dans la vie. Je crois que ce n'est même pas une question de temps, c'est juste une question d'état d'esprit, ou d'état d'âme, ou de caractère. Et c'est un caractère que nos ancêtres avaient. Peut-être qu'ils avaient le temps d'imaginer tout ça, peut-être effectivement que la vie leur laissait le temps, l'espace, pour avoir cette prédisposition à la rêverie. Mais moi je suis certain que même quand on a une vie très rythmée, on peut toujours avoir cette rêverie-là, on peut toujours lire, on peut toujours s'intéresser à la tradition. Et l'idée que je veux mettre en avant n'est pas juste « nous sommes bretons, nous sommes bretonnes et nous avons hérité d'une matière ». D'accord, c'est une chose et c'est souvent ce qui est dit. On a un patrimoine, on a un héritage. Mais on ne peut pas juste avoir un héritage et point barre, on va mourir et on va mourir avec. Il faut qu'on l'incarne ça. Il faut que ça rentre là-dedans. Il faut que ça sorte par là, au quotidien. Il faut qu'on soit breton dans notre manière de penser. Et pour l'être, je pense que ce n'est pas sorcier. Il faut juste entretenir ce lien intime avec ce qui a été avant nous. On ne peut pas se couper comme ça de ce qui a été avant nous. Pour moi, en tout cas, c'est une nourriture pour mon âme, tout ça. Ce qui est assez curieux, c'est que le Rorqual de Tianquer, celui qui s'est échoué à côté de moi là, il a fini par mourir sur l'île Tristan. Et par chez moi, ici, la légende de la ville 10 attribue l'île Tristan comme étant une résurgence elle aussi de la ville 10. À Douarnenez, c'est quelque chose qui se sait. En tout cas, peut-être moins maintenant qu'avant, et peut-être que ça ne se saura plus dans quelques années, malheureusement. Mais dans le passé, c'est quelque chose qui se savait. Il y avait un lien très étroit entre la ville 10, entre Dahut, la figure de la sirène, la figure du roi Gradelon, et l'île Tristan, et Douarnenez. Pareil pour Le Cronan, pareil pour Sainte-Anne-la-Palud. Tous ces endroits, tous ces sanctuaires qui sont tous très proches de moi actuellement, eh bien, étaient liés à la ville 10. Quand je montre mes gravures, j'ai aussi envie, moi, au fond, et j'espère qu'il y en a certains d'entre vous qui auront envie ou qui ont des capacités en vidéo, qui ont des capacités en écriture, en chant, des gens qui sont forts dans la création de scénarios, des gens qui sont forts dans le dessin, des gens qui sont forts dans n'importe quoi. C'est vrai que j'ai aussi l'espoir de provoquer chez vous, en montrant qu'il y en a d'autres qui le font, en fait de provoquer chez vous l'envie de poursuivre la tradition, de la poursuivre matériellement en créant des nouvelles choses, mais aussi de la poursuivre dans l'esprit, en actualisant justement les anciens récits. Alors si dans le futur, nous, Bretonnes et Bretons, on pouvait à la fois faire un art qui parle de nous, en tant qu'individus, dans ce qu'on vit vraiment aujourd'hui, qui parle à la fois de notre pays, de la Bretagne, de nos ancêtres, de notre tradition, de qui nous sommes, et à la fois qui parle de la nature, eh bien, ce serait incroyable, ce serait rêvé pour moi. Et si je peux apporter ma pierre à l'édifice, en créant, mais aussi du coup en faisant des vidéos, et en inspirant des gens, moi je serais le plus heureux. Et c'est pour ça, si jamais vous avez envie, des idées, créez, parce qu'il y a tout à créer, il y a tout à refaire, il y a tout à poursuivre. Et juste pour la beauté du monde, je pense que ça vaut entièrement le coup.